Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Sahaf Torkoum. 63 ans après les accords d'Évian, les Algériens ont l'impression d'un grand gâchis au regard du potentiel dont l'Algérie dispose. La France et l'Algérie n'arrivent toujours pas à tisser des liens solides et à développer des relations apaisées. L'idéal d'une Algérie libre, démocratique et sociale a été trahi dès l'indépendance. Dans cette perspective, on peut dire qu'il y a un lien fondamental entre le combat inachevé pour l'indépendance et toutes les luttes menées pour résister contre le système en vigueur depuis 1962. Dans un message adressé à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de la victoire, le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, a précisé que la célébration de cet anniversaire intervient au moment où l'État continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays et renforcer le front intérieur avec une conscience nationale qui fait la fierté des Algériennes et des Algériens, et avec une volonté politique tournée vers l'avenir, en étant attentif à la complexité de la situation dans la région et à ses potentielles répercussions, et soucieux dans la conjoncture actuelle d'être en phase avec les évolutions que connaissent les relations internationales, comme l'exige la place, le rôle et le poids géostratégique de l'Algérie, et en accord avec les idéaux et principes de la glorieuse révolution de libération. Pouvons-nous célébrer l'esprit de la fête de la victoire lorsque des milliers de jeunes fuient leur pays dans des embarcations de fortune pour trouver un avenir meilleur sous d'autres cieux? Pouvons-nous le faire tant que nous n'avons pas obtenu vérité et justice sur les drames qui ont ponctué notre histoire depuis l'indépendance? Les traumatismes, les douleurs et les violences sont régentés par l'amnésie et le déni, privant la société d'une guérison nécessaire. Les fleuves de sang ont coulé, des milliers de rêves ont été brisés, des terres ont été brûlées. La mémoire des martyrs de la Révolution et l'idéal démocratique porté par Novembre et la Sommam ont été trahis. Les hommes qui ont voulu, conçu, préparer et enfin déclencher l'insurrection populaire, la Révolution nationale et la guerre de libération de l'Algérie n'avaient nullement comme objectif de libérer un territoire et bâtir une belle armée. Non, leur objectif était bien plus ambitieux, vaillant et noble: reconstruire une nation abîmée par un colonialisme qui a duré 132 ans. 19 mars 1962, 19 mars 2025, 63 ans après le cessez-le-feu. Quel bilan? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. 19 mars 1962, 19 mars 2025, le rêve brisé des Algériens. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin et militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, dans le Bouira. Docteur Marhaba Bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum ou Sahar Ramadak ou Sahaf Tork. Je vous salue et je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie, à la dignité et enfin à l'honneur. Barakallahu fik. Marhaba bik, docteur. On a aussi le plaisir d'accueillir docteur Hassan Hiresh, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Filek. Azul Sinassar, bonsoir à tous les téléspectateurs, à votre équipe.
Je salue fraternellement Dr Mohamed Lamine Chibane et je m'incline devant la mémoire de Hossein Zahwan qui vient de partir, qui a été un des acteurs majeurs de l'indépendance de l'Algérie. Et évidemment, j'ai une pensée très forte pour tous les maquisards, les moudjahidines et les martyrs de notre pays, tous ceux qui, avec sincérité, ont lutté pour la liberté de leur peuple. Merci beaucoup Hassan Hirsch. Rabbi yarham Shuhada. On a un grand plaisir aussi d'avoir avec nous Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication du RCD. Il est avec nous depuis Alger aussi par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fillak et Saha Ftorkoum. C'est moi qui vous remercie. Merci Nassar pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs de Maghribia. Bonsoir à tes invités. Saha Ftorkoum, une pensée effectivement pour Hossein Zahwan, grand militant de la cause nationale et grand défenseur du droit de l'homme. Donc, paix à son âme. Merci beaucoup, Rachid Hassani. Rabbi yarhamou. Je vais commencer cette émission avec vous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie d'avoir accepté de participer ce soir. Ramadan, on a des obligations, bien sûr, et on respecte ça. D'abord, on va juste voir ce message de Al-Majid Tebboune à l'occasion donc de cette journée, la fête de la victoire. On l'écoute. الجزائريات والجزائريين الذين ورثوا هذا المجد وحافظوا عليه يبنون اليوم بلدهم بنفس الروح والعزيمة وبذات المبادئ والقيم، لا يساومون بها ولا يتاجرون على حسابها، تحدوهم إرادة البناء والإعمار وإرساء أسس الدولة الحديثة في مرحلة تواصل فيها الدولة حشد الطاقات لتأمين المصالح الوطنية العليا للبلاد وتقوية الجبهة الداخلية بوعي وطني هو مدعاة لفخر الجزائريات والجزائريين وبإرادة سياسية مستشرفة يقظة تجاه تعقيدات الأوضاع في المنطقة. وبهذا التوجه الوطني الأصيل فإننا نحتفل اليوم بعيد النصر في الجزائر المنتصرة بكل وفاء للشهداء الأبرار وبكل إخلاص لثقة الشعب الجزائري العظيم وبكل صدق في خدمة وطننا المفدى. Voilà donc le message du chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune. Donc, je ne sais pas, nos amis de la régie, s'ils peuvent nous mettre aussi la une de l'APS. On va voir tout de suite la une de l'APS. Président de la République, l'État continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays. Docteur Mohamed Lamine Chibane, la question est à vous et bien sûr, je vais vous libérer après. Quel bilan peut-on faire donc 63 ans après le cessez-le-feu? On parle bien sûr de cette journée historique, la fête de la victoire. On a entendu dans ce passage le message de M. Al-Majid Tebboune. Votre réaction? D'abord, je salue si Hassan Hirsch et votre invité, le respectable responsable du RCD. Permettez-moi d'abord de condamner le génocide d'un peuple palestinien sans défense, meurtri, en face d'un mutisme lâche et complice des dictateurs arabes, et particulièrement la complicité et le mutisme de l'Occident et des USA. Est-ce que vous savez qu'on vient de perdre 110 enfants? Ils ont été exterminés. Lyon, 110 enfants, ils ont été exterminés. Hier, c'était 413 Palestiniens, et on parle dans les chaînes, sur les chaînes occidentales, de frappe. On ne parle pas de bombardement, on parle de frappe. Regardez cette complicité de l'Occident. Et en même temps, je condamne la complicité et la responsabilité incombe au premier lieu à Trump. Parce que c'est lui qui a poussé les sionistes à exterminer les Palestiniens. Et encore une fois, je voudrais bien sûr m'incliner devant le grand moujahid, le grand militant des droits de l'homme, si Zahwan. Et en même temps, je salue la grande chaîne Al Jazeera, parce que c'est grâce à Al Jazeera que nous pouvons suivre ce qui se passe à Gaza. Alors que quand vous allez voir les chaînes arabes, alors là, c'est les chants, c'est des sketchs.
honte à ces chaînes arabes. Maintenant, en parlant du 19 mars 62, nos martyrs se sont sacrifiés pour que le peuple vive dans la liberté et la dignité. Qui parle du 19 mars 62, qui parle des accords d'Évian, et obligatoirement, il doit parler du grand Moujahid, du grand rebelle, du grand chef historique de la Révolution, le lion des Jebel, le lion de Georgia, qui est le colonel Krim Belkacem, lâchement assassiné en 70 par Boumediene. Alors ce Krim Belkacem, justement, il disait le combat pour la démocratie authentique et le respect des libertés démocratiques. Il a tout le temps condamné les régimes successifs en les citant de régimes de clans, de police parallèles, qui s'est imposé au peuple algérien par une série de coups d'État successifs. Il dit, encore une fois, redonner au peuple algérien le droit de disposer de son destin. Cette déclaration a été faite le 18 octobre 67. 3 ans après, il a été lâchement assassiné par ses frères. Krim Belkacem, qui a été réhabilité quand le 24 octobre 1984, et on a autorisé sous chef des Bejdid, et le mérite lui revient, le rapatriement de ses ossements, et il a été inhumé au carré des martyrs de l'Alia. Sincèrement, quand on voit ce qui se passe, et quand on a cité nos chouhada, le régime, maintenant je parle de 2025, le régime il a fait rater au peuple l'opportunité historique d'un changement démocratique, pacifique, offerte par la révolution populaire du 22 février 2019. Nous ne pouvons pas construire notre pays en empêchant les Algériens de s'exprimer librement. Alors, cessez de vendre des chimères, cessez de vendre justement au peuple algérien des illusions. Un peuple qui ne mérite pas d'être enfermé, qui ne mérite pas d'être étouffé, cette jeunesse qui est assoiffée, qui est pour d'un changement, qui est marginalisée, qui fuit le pays, une population qui n'a pas le droit de s'exprimer librement et pacifiquement. L'expression d'un sentiment réellement sinasr, un sentiment de désespoir, un pays qui perd ses enfants, malheureusement, et qui ne leur offre que l'envie de quitter ce riche pays. Alors, le désespoir d'une partie de la jeunesse qui fuit ce pays au risque de périr en mer Méditerranée. Et on a vu les corps de nos enfants flotter sur les côtes espagnoles. Alors, comment expliquer ce nombre important de haraga, la fuite des cadres? C'est malheureux. Et puis, on est là en face d'une presse. Cette presse qui est passée, une partie de la presse, qui est passée de la référence, malheureusement, à la révérence. Alors, les partis d'opposition sont marginalisés. Ils sont perçus comme des potentiels fauteurs de troubles. Alors, ça ne sert à rien, le financement de la propagande. Quant aux applaudisseurs, et je termine, les applaudisseurs, ceux qui sont animés de la servitude volontaire de tout temps, ils sont là, ils sont présents, ils ont toujours applaudi tous les régimes successifs de 62 Hatta al-Dorka. Il y a une valeur. Il y a une valeur, sinon, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue comme raison d'être et de vivre, c'est sa dignité. Ça ne sert à rien. La violence n'a jamais été une réponse appropriée. Voilà ce que je peux dire pour ce jour mémorable du 19 mars 62. Sincèrement, c'est désolant, mais nous vivons cette amertume. Voilà, Sina. Je vous remercie encore une fois pour m'avoir invité. Et encore mes salutations à tous. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin et militant politique. Vous étiez avec nous depuis donc Chorfa, dans la région de l'Bouira. Merci. La question est à vous, Dr Hassan Hirish. Vous avez entendu donc Dr Mohamed Lamine Chibane. Comment peut-on décrire cette journée, Hassan Hirish, une journée historique, une journée qui a marqué l'histoire de notre pays, les accords d'Évian, 63 ans après. On a entendu donc ce récit de notre ami Dr Mohamed Lamine Chibane.
votre réaction et votre sentiment, surtout 63 ans après, parce que quand on parle de sacrifice, vous l'avez dit, quoi qu'on fasse, on ne peut pas rendre à nos valeureux chouhada ce sacrifice. Hassan Hirj. D'abord, je m'associe à la colère du docteur Lamine Chibane, parce qu'effectivement, le chemin parcouru jusque-là ne répond pas aux aspirations du peuple algérien. Maintenant, pour revenir à votre question directement, Abdelmajid Tebboune a bien raison de célébrer les accords d'Évian. Seulement, il y a quelque chose de trouble que je ne comprends pas. Peut-être qu'on aura des explications. Pourquoi cette célébration est remise au 19 mars, qui est le cessez-le-feu. 19 mars à midi, le cessez-le-feu, alors que les accords d'Évian, c'est le 18 mars. Donc, la République algérienne a un problème avec les dates. Il y a ce 18 mars, ce sont les accords d'Évian qui ont été signés par, effectivement, le célèbre colonel, diplomate, chef des armées, ministre de la Défense, Karim El-Qassem, qui a été lâchement assassiné par Boukharbin, Boumediene. Et cette date, et puis le 3 et le 5 juillet, sachant que la déclaration de l'indépendance, aussi bien par De Gaulle que Ben Youssef Ben Khedda, c'était le 3 juillet. Et Ben Bella l'a décalé au 5 juillet pour faire pièce au 5 juillet 1830, quand il y a eu la capitulation, la défaite des armées ottomanes à Alger. Donc, il n'aligne pas l'histoire de l'Algérie avec son peuple, avec la victoire de son peuple, mais avec la colonisation ottomane. Donc, il y a des choses assez troubles comme ça dans l'histoire que les jeunes Algériens doivent connaître et doivent un jour ou l'autre rectifier. Maintenant, en ce qui concerne le principe, il est évident que les accords d'Évian signent la fin d'une tragédie, une tragédie qui a emporté des millions d'Algériens. Et là, je donne raison au président Abdelmajid Tebboune, qui avait dit une fois dans une de ses interventions que le nombre de morts, ce n'était pas 1,5 million, mais 5 600 000. À savoir qu'on ne pourra jamais, en fait, comptabiliser, faire cette comptabilité macabre du système colonial français de 1830 à 1962, dans la mesure où on ne parle que de la guerre d'indépendance de 54-62, alors qu'il y a eu une succession de guerres depuis 1830, et particulièrement donc 1832, à partir de la révolte de l'émir Abdelkader, en passant par celle d'Ahmed Bey, de Bouhamama, d'Al-Mokrani, de Boubourla, de Fabman Soumer, de Cheikh Haddad et de plein d'autres héros nationaux. Et je dirais que les tragédies sans doute les plus grandes, c'était le 19e siècle, comme d'ailleurs l'ont reporté tous les criminels de guerre, les généraux comme Bugeaud, comme Pélissier, comme Lamoricière, comme Saint-Arnaud, comme Maréchal Beauprêtre, etc., qui ont évidemment exterminé sans retenue les Algériens. Et des oradours sur glane en Algérie, comme l'a dit le journaliste Jean-Michel Apathy, que je salue, Jean-Michel Apathy, des oradours sur Sahara, sur les hauts plateaux, sur la Kabylie, les Aurès, le Dara, le Zakar, ainsi de suite. Il y en a eu des centaines. Et des chambres à gaz, il y en a eu aussi des dizaines, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a eu des enfumades un peu partout dans le nord de l'Algérie, et ça aboutit à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité à n'en plus finir.
Et ce n'est même pas nous, les Algériens, qui le disons en premier lieu. Nous faisons que reprendre les généraux français, les politiques français et quelques journalistes aussi qui ont écrit sur cette période absolument tragique, absolument noire Très bien. de l'histoire de France, qui est mêlée à notre histoire, à l'histoire algérienne. Donc, il y a un travail énorme à faire. Et donc, la célébration des accords d'Évian, évidemment, concerne les deux pays. Il va falloir sagement, mais sans concession, travailler sur cette période qui nous blesse encore de génération en génération. Nous emportons les stigmates, nous emportons les traumatismes qui ne s'effacent pas comme ça. Vous savez, en psychologie, tout le monde sait aujourd'hui que la transmission, ce n'est pas uniquement les gènes, ce n'est pas uniquement le physique, ce n'est pas uniquement la ressemblance avec nos parents, nos grands-parents, etc., mais aussi la transmission du champ émotionnel, la transmission donc des traumatismes et de toutes les blessures. Et nous portons en nous, dans notre chair, toutes ces blessures-là, qu'il va falloir réparer et que l'État algérien aujourd'hui, malheureusement, depuis 1962, ne se résout pas à la réparation. Au contraire, il approfondit les blessures, il approfondit les plaies, il remue le couteau dans les plaies. Il va falloir que les dirigeants algériens se résolvent à changer de politique, à arrêter justement d'imiter la politique de l'administration coloniale, à savoir celle qui a bâillonné pendant des générations le peuple algérien. Il va falloir qu'on retrouve la liberté, l'indépendance, comme le cri. Vous avez montré un petit passage du Hirak. Les Algériens crient toujours Istiqlal, Istiqlal, l'indépendance. Oui, c'est Nassar. Restez avec nous, je vais revenir, on va donner juste un peu la parole aussi à notre ami Rachid Hassani. Rachid Hassani, vous avez entendu donc l'intervention de c'est Hassan, donc Hassan Hiresh, mais aussi Dr Mohamed Lamine Chibane, mais on va revenir un peu sur le message du chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a déclaré donc dans son message que l'État, au moment où l'État continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays et renforcer le front intérieur avec une conscience nationale qui fait la fierté des Algériennes et des Algériens, avec une volonté politique tournée vers l'avenir, en étant attentif à la complexité de la situation dans la région et ses potentielles répercussions, et soucieux, dans la conjoncture actuelle, d'être en phase avec les évolutions que connaissent les relations internationales, comme l'exige la place, le rôle et le poids géostratégique de l'Algérie, et en accord avec les idéaux et principes de la glorieuse révolution de libération. Rachid Hassani, quel est votre sentiment, mais aussi votre réaction par rapport à ce message 63 ans après ces accords d'Évian, du cessez-le-feu aussi? On appelle cette journée la fête de la victoire, pardon. Mais les Algériens sont toujours en quête des libertés, sont toujours en quête des droits, sont toujours en quête, si on peut dire, d'un champ politique qui est libre. Rachid Hassan. En tout cas, aujourd'hui, les Algériens sont à la recherche du gain de leur révolution confisquée. Si vous voulez, Nassar, je vais essayer de revenir un peu sur cette date du 19 mars, donc la fête la journée du cessez-le-feu, donc des accords d'Évian, des accords qui ont mis fin à une longue nuit coloniale, ou une époque coloniale faite d'injustice par rapport au peuple algérien, faite aussi de privation du peuple algérien, faite aussi de massacres, de génocides, de toutes sortes
d'injustice et aussi une période coloniale faite de massacres, de destruction, faite aussi de soulèvements populaires, de rébellions contre le colonialisme français, faite aussi d'une épopée, de l'épopée de la révolution algérienne 54-62, donc l'une des plus grandes révolutions du monde contemporain, où le peuple algérien a eu raison de la France coloniale. C'est une occasion aussi de rendre hommage et de m'incliner en mon nom et au nom de mon parti sur tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour libérer l'Algérie. C'est aussi une occasion de rendre hommage aux architectes des accords d'Évian et surtout à l'architecte principal des accords d'Évian, qui est le grand Karim Belkacem, le lion d'Ijbel, un grand colonel, un grand combattant, un grand chef. C'est l'artisan des accords d'Évian, l'artisan donc de la révolution algérienne. Mais malheureusement, après justement la victoire du peuple algérien sur le colonialisme français, la révolution a été détournée. La révolution des Algériens a été détournée en 62. Depuis, l'Algérie vit des crises cycliques au point où aujourd'hui, le peuple algérien, notamment sa jeunesse, est dans un désespoir absolu, dans le désarroi, sans perspective, sans vie décente comme l'ont rêvé donc ceux qui ont fait la révolution. Et donc, l'Algérie aujourd'hui ne profite pas de sa libération, ne profite pas de son indépendance parce qu'il y a une caste, parce qu'il y a des gens qui ont détourné justement cette révolution pour des privilèges personnels, pour des desseins personnels et pour des fins de pouvoir, au lieu au lieu de se consacrer justement à construire l'Algérie, de construire un État démocratique, un État démocratique et social où les Algériens puissent vivre librement, dignement et décemment. Aujourd'hui, malheureusement et surtout notamment depuis 2019, les Algériens sont réprimés, sont interdits d'expression, sont interdits donc de se réunir, sont interdits de dire ce qu'ils pensent, sont interdits de faire de revendiquer leur droit, et donc c'est l'exact contraire de ce que ont rêvé, voulu donc nos martyrs et nos moudjahidines. Et pourtant, Rachid Hassani, je m'excuse, Rachid Hassani, je vous ai coupé la parole parce que j'aimerais revenir aussi sur le message de M. Ahmadji Tebboune, qui dit que les Algériennes et les Algériens héritiers, garants de cette gloire historique, construisent aujourd'hui leur pays avec le même esprit, la même détermination et les mêmes principes et valeurs, sans le moindre marchandage, animés par la volonté de construire et d'asseoir les fondements d'un État moderne. Rachid Hassani. Oui, justement, ce ne sont que des paroles, parce qu'en fait, le but de la révolution, le rêve de nos martyrs, justement, c'est que les Algériens construisent leur État, construisent leur pays, vivent dignement dans leur pays. Ce message, effectivement, est un message plein de sens, mais qui est contredit malheureusement par une réalité amère. Je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, à l'instant dont je vous parle, les Algériens sont empêchés de s'exprimer librement. Les Algériens sont empêchés de se réunir. La situation sur le plan économique est désastreuse, sur le plan social est malheureusement désastreuse. La jeunesse algérienne vit des moments très difficiles dans un désarroi total, au point où le seul rêve des Algériens aujourd'hui, des jeunes Algériens, c'est de quitter leur pays pour vivre dans d'autres pays plus cléments. Et c'est ça, c'est ça justement le drame de ce pays. Effectivement, nous avons l'habitude d'entendre nos dirigeants parler justement, dire des choses telles que nous les souhaitons, telles que nous les voulons,
y compris notre constitution qui annonce justement la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de se réunir, la liberté des Algériens, le droit des Algériens au travail, le droit des Algériens de défendre leurs acquis, leurs droits. Mais malheureusement, la réalité est tout autre. La réalité aujourd'hui, c'est justement un État autoritaire, des agissements autoritaires et l'absence de démocratie, l'absence de respect de la volonté populaire dans les urnes. Et voilà, donc effectivement, quand on lit ces lettres, quand on entend ces mots, ça résonne bien dans les oreilles des Algériens, mais en tout cas, la réalité est beaucoup plus amère et contredit largement les propos du chef de l'État. Rachid Hassani, je ne sais pas si vous pouvez nous rester avec nous quelques minutes, ou vous êtes pressé. Je sais que votre temps est aussi limité, et je vous remercie. Mais on va donner la parole à notre ami Hassan Hirsch. Hassan Hirsch, vous avez touché un peu la situation sur le plan interne que vit notre pays. Vous avez dit dans votre intervention qu'il fallait changer de politique. Est-ce que vous pensez c'est ce qui se passe en Algérie? Rachid Hassani a parlé surtout depuis 2019. On est en train de voir l'évolution d'une situation jamais connue dans notre pays en termes en termes des libertés, en termes des droits de l'homme aussi, mais en termes de fermeture aussi du champ politique, champ médiatique, arrestation de plusieurs militants politiques, militants des droits de l'homme, des partis politiques qui ont été dissous. Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens, ou plutôt c'est le contraire qui se passe sur le terrain? On est en train de régresser, et on va revenir aussi sur la question des relations avec la France. Hassan Hirsch. Écoutez, malheureusement, le bilan que vous dressez, qu'a dressé M. Hassani est extrêmement dur et véridique. Nous assistons malheureusement à une régression au niveau des libertés publiques, des libertés démocratiques, qu'elles soient individuelles ou collectives. On voit comment les partis politiques, les associations, les syndicats, les journalistes, les militants associatifs ont énormément de mal à travailler, à s'exprimer, à proposer des solutions pour une sortie de crise, et qu'ils affrontent au contraire une répression totalement injuste, totalement inopérante d'ailleurs, injustifiée. Et j'ose espérer qu'à un moment ou à un autre, il y aura un sursaut. Donc en tout cas, dans la déclaration du président Abdelmajid Tebboune que vous avez citée, je n'ai pas entendu une seule fois, à moins que ce soit juste une partie de son discours, je ne l'ai pas entendu parler de réforme, je ne l'ai pas entendu s'inquiéter justement de la situation du peuple algérien en matière économique, en matière sociale, en matière des libertés démocratiques, ainsi de suite. Je pense que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et si aujourd'hui on parle encore de liberté 63 ans après l'indépendance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui-même, Abdelmajid Tebboune, me semble inquiet dans la mesure où, dans la phrase que vous avez citée il y a un instant, où ils disent que les Algériennes, les Algériens construisent aujourd'hui leur pays avec le même esprit, la même détermination, les mêmes principes et valeurs, sans le moindre marchandage. Pourquoi ils rajoutent sans le moindre marchandage? À qui et à quoi le président fait allusion? Donc, est-ce que, justement, derrière lui, il y a des choses qui se passent et dont nous n'avons pas connaissance? Est-ce qu'il y a des troubles au sein, justement, des classes dirigeantes au point où il a parlé de ce problème quand même extrêmement grave? S'il parle de marchandage, c'est entre qui et qui, entre quoi, etc. Donc moi, je suis plutôt inquiet. Est-ce que peut-être
Hassan, est-ce que ce n'est pas la question des relations, la crise qu'il y a en ce moment entre Alger et Paris, non? Peut-être c'est ce qu'il veut dire. Si ça, sur les accords ça fait d'Évian. référence à cela, je lui donnerai raison, parce que Bruno Retailleau, effectivement, qui s'érige à la fois comme juge et procureur de l'histoire, et qui s'érige comme ministre des Affaires étrangères, comme président de la République, tout ça, toute cette agitation pour qu'il puisse glaner un certain nombre de points de l'extrême droite et se présenter aux élections de 2027. Si Abdelmajid Tebboune fait référence à cela, moi personnellement, je lui donnerai raison. Maintenant, je pense que son discours était beaucoup plus à l'interne, beaucoup plus en direction des Algériens. Encore une fois, ça mérite d'être clarifié. Votre interprétation serait évidemment plus salutaire. Et dans ce cas-là, il va de soi qu'il y a effectivement de la part d'une certaine classe politique française, nostalgique du reste justement de l'Algérie française, nostalgique de l'OAS, dont ils sont pour la plupart d'entre eux les héritiers, une OAS qui a d'ailleurs été un des facteurs troublants et qui a empêché, de mon point de vue, l'émergence d'une démocratie en Algérie, parce qu'il y a eu immédiatement violation des accords d'Évian, violation de la part donc, des généraux félons qui ont essayé même de faire un coup d'État contre le général de Gaulle, mais aussi donc, l'ensemble des personnels politiques et militaires qui voulaient, malgré les accords d'Évian, maintenir l'Algérie dans le giron français contre la volonté du peuple algérien, y compris d'ailleurs contre la volonté du peuple français métropolitain. Et donc cette période de trouble, et qui a d'ailleurs aussi encouragé les colonels Bouhara et Bouharouba à violer aussi les accords d'Évian, dans la mesure où ils devaient stationner aux frontières, ils devaient stationner leurs troupes, alors qu'ils sont rentrés justement manu militari et ils ont pris le pouvoir par la force. Donc en 1962, ils ont arrêté l'Assemblée constituante et ils ont proposé une constitution qui a été rédigée à la hâte dans un cinéma. Et cela, évidemment, a contribué à détourner, comme disait Rachid Memouni, à détourner le fleuve de l'indépendance et à détourner évidemment les aspirations du peuple algérien qui était de parvenir aux libertés démocratiques, comme ça a été le cas pendant toute la guerre d'indépendance et bien avant, depuis le mouvement nationaliste 1926 avec la création de l'étoile nord-africaine. Il était question de créer une Algérie démocratique dans laquelle le peuple algérien se trouverait émancipé, se trouverait libéré de tout bâillonnement. Malheureusement, on n'en est pas là, vous avez raison. Alors, encore une fois, et pour récapituler mes propos, s'il s'agit effectivement du marchandage avec une certaine classe politique française, à ce moment-là, je souscrirai à ce qui a été dit par le président. Sinon, s'il s'agit, si c'est adressé au peuple algérien, je trouverais ça plutôt troublant. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. Rachid Hassani, très rapidement sur la question, bien sûr, de notre diplomatie, des relations internationales, puisqu'on parle aussi de deux parties. Quand il s'agit de cette journée historique, les accords d'Évian ont été signés par l'Algérie d'un côté et la France de l'autre côté. On a connu donc ces derniers mois cette crise qui a touché les relations entre Alger et Paris. Quelle est l'analyse qu'on peut faire 63 ans après donc, ces accords d'Évian entre l'Algérie et Paris? Quand on parle de relations, bien sûr, entre Alger et Paris, on a vu ce qui s'est passé ces derniers mois. Votre analyse, Rachid Hassani?
En tout cas, une chose est sûre, c'est que les relations sont mal au point actuellement et depuis des semaines et des mois d'ailleurs. La situation et la tension donc continue. Ce n'est pas dans l'intérêt, en tout cas, des deux pays. Et puis, c'est clair que ça ne sert à rien du tout de tourner la page sans justement sans régler clairement les questions en suspens et les questions qui fâchent entre les deux pays. De toute manière, toutes les questions qui fâchent entre les deux pays doivent être soulevées dans un dialogue constructif, dans un esprit d'aller de l'avant pour essayer justement de dépasser toutes ces questions qui justement empêchent les relations entre les deux pays d'aller de l'avant. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de remuer le couteau dans la plaie, encore moins d'occulter des questions qui justement empoisonnent les relations entre les deux pays. Ceci étant aussi, il faut rappeler aussi que la politique spectacle, que ce soit à Alger ou à Paris, ne mène pas en tous les cas au règlement et à baisser la tension entre les deux pays. Du côté français, où justement l'extrême droite et la droite extrême utilisent justement la question algérienne pour des raisons internes, des raisons électoralistes, ne peut pas aller dans le sens justement de baisser cette tension. Il est curieux aussi de remarquer que ce n'est plus le ministère des Affaires étrangères, ce n'est plus la diplomatie française qui parle des relations algériennes-françaises, mais c'est le ministre de l'Intérieur français qui parle de l'Algérie, des relations entre l'Algérie et la France. C'est comme si l'Algérie reste un département français. Voilà, donc aujourd'hui, l'intérêt de notre pays, l'intérêt de la France, des Français et des Algériens, de notre importante diaspora, de nos liens affectifs, historiques et économiques exige sérénité, exige sagesse, exige des autorités des deux rives de la Méditerranée justement d'avoir cette hauteur d'esprit, cette sagesse nécessaire pour aller régler toutes ces questions qui restent en suspens dans l'intérêt des deux pays. Il faudrait qu'on appelle à la désescalade justement, il faudrait que les uns et les autres mesurent la gravité de cette tension, mesurent la gravité d'une éventuelle rupture des relations et mesurent aussi l'importance des intérêts, comme je viens de le souligner, donc affectifs, historiques, des liens de sang et des liens économiques et culturels entre les deux pays. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. En tout cas, concernant notre parti, nous n'avons pas cessé d'appeler à la sagesse, d'appeler à la désescalade, d'appeler à ce que le dialogue soit renoué, que justement toutes ces tensions soient mises de côté pour aller de l'avant et pour enfin, merci Rachid Hassani. Entre Alger et Paris, que nous allons fonder des relations de pays adultes, d'un État souverain à un État souverain, dans l'intérêt des deux pays et des deux nations. Merci beaucoup Rachid Hassani. Merci Rachid Hassani. Je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé à la communication du RCD, du parti du RCD. Merci à vous. Je termine cette émission avec notre ami Hassan Hayrech. Très rapidement, Hassan Hayrech, cette relation donc qu'on n'arrive pas donc à construire une relation apaisée et malgré donc cette histoire qui est certes douloureuse, 63 ans après, on est à la limite, si on peut dire, d'une rupture diplomatique avec la France, une crise qui n'arrête pas donc de s'accentuer depuis des mois. Qui est responsable, Hassan Hayrech, de cette situation que vit notre pays, non seulement à l'échelle intérieure, mais aussi à l'échelle extérieure? Moi, je pense que cette situation de crise est évidemment comment dirais-je, une situation tellement complexe que les responsabilités se situent des deux côtés, mais particulièrement du côté français. Pourquoi particulièrement du côté français?
parce que tout simplement, il y a une violation, parce que ça a commencé essentiellement, je ne dis pas qu'il n'y avait pas eu de crise auparavant, ça a commencé essentiellement avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par la France, par Emmanuel Macron. Ceci, évidemment, est en violation du droit international, alors que quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant, Emmanuel Macron n'a pas arrêté de dire qu'il faut respecter le cadre de l'ONU, le cadre du droit international, et que cette question doit être réglée dans ce sens-là. Donc, évidemment, ce changement, vous me direz bien sûr qu'il y a d'autres pays qui ont aussi changé, parce que la question a été soulevée, Hassan Hirj, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Il me reste pas beaucoup de temps. La question a été soulevée, puisque vous l'avez dit, qu'il y a d'autres pays qui ont reconnu donc, la marocanité du Sahara occidental, comme les États-Unis en 2020, par exemple, avec l'administration Trump. Je vous laisse la parole. Oui, mais ces pays-là ne soutiennent pas à ce point-là, justement, le régime marocain au détriment de l'Algérie. Toute la question est là. C'est-à-dire, on a vu un changement radical, que ce soit d'un point de vue des échanges culturels, des échanges économiques, même de l'aide militaire. Je veux dire qu'il y a un basculement quand même total de la politique française vis-à-vis de l'Algérie et du Maroc, alors qu'il y avait une espèce d'équilibre au niveau de la politique étrangère française. Et cet équilibre-là a été rompu. Et en fait, ça vient aggraver déjà les crises précédentes, je dirais depuis 1962, mais particulièrement les années 70, on a bien vu, par exemple, des Algériens fusillés dans leur café, des assassinats, des ratonnades, etc. On a vu aussi des positions de l'extrême droite et d'une certaine droite aussi contre tout ce qui est droit des Algériens en France. On a été malmenés ici, il ne faut pas non plus le négliger, il faut toujours le rappeler. Les Algériens doivent faire plus, doivent montrer patte blanche plus que les Marocains, Tunisiens, Vietnamiens, Turcs, ainsi de suite dans l'immigration. Il faut savoir qu'on est 5 à 6 millions de franco-algériens ici en France et que notre place dans les institutions françaises est complètement marginale si on compare aux autres communautés. Donc il y a en fait tout un climat général qui fait que l'Algérie a répondu, peut-être pas de façon appropriée du reste, mais s'est défendue à juste titre contre les positions d'un certain nombre d'hommes politiques français. Maintenant, est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui a véritablement en tête les intérêts de son immigration? Je ne suis pas sûr. Dans le bras de fer entre Alger et Paris, sont sacrifiés les intérêts de l'immigration et des citoyens franco-algériens. Et évidemment, on peut justifier parce que d'un côté, les politiques français parlent du devoir de mémoire et ils rabâchent la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, ainsi de suite, toutes les guerres. Merci beaucoup, Hassan Hirj. Les Français, je termine juste là-dessus, alors que nous, dès qu'on parle justement des traumatismes, de ce qui nous est arrivé pendant la colonisation, ils nous parlent de rente mémorielle. Donc d'un côté, ils considèrent que c'est le devoir de mémoire, et de notre côté, on n'a pas de devoir de mémoire, c'est la rente mémorielle. Merci. Et donc ça fausse évidemment complètement le dialogue entre la France officielle et l'Algérie officielle. Merci Hassan Hirj. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on a dépassé.
On a dépassé le temps de l'émission. Merci beaucoup Hassan Hirish, économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous et merci à tous mes invités, Rachid Hassani et Dr Mohamed Lamine Chiban. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair. Saha ftourkoum.